Le tourisme est souvent synonyme d'aventure et de découverte de nouveaux horizons, mais parfois il tourne au drame. Voici 5 nouvelles histoires vraies des pires décès de l'histoire du tourisme, des cas où des vacances se sont transformées en catastrophes mortelles. Le 21 janvier 2025, un drame s'est déroulé à Roldanillo, en Colombie, une ville réputée pour ses conditions idéales de parapente. Surnommé la capitale mondiale du parapente, le site de décollage d'Aguapanela était ce jour-là en pleine effervescence, alors que touristes et sportifs s'élançaient dans les airs. Parmi eux, Paulina Biskup, une Polonaise de 38 ans vivant à Dublin, était venue vivre cette expérience exaltante avec son compagnon et des amis. Installée à Dublin après avoir obtenu son diplôme au Trinity College, Paulina était connue pour son esprit aventureux. Lors de leur séjour en Colombie, elle et son groupe avaient décidé de tenter l'expérience du parapente, bien qu'ils ne participent pas à un événement majeur qui se déroulait dans la région à ce moment-là. Tandis que Paulina décollait du site d'Aguapanela, son compagnon et le reste du groupe prenaient leur envol depuis un autre lieu à proximité. La journée avait commencé comme une aventure palpitante pour Paulina. Alors qu'elle planait au-dessus des paysages luxuriants de Roldanillo, une vue imprenable s'étendait sous ses pieds. Mais en quelques minutes, la situation a basculé. Des rafales de vent violentes ont fait osciller son parachute de manière incontrôlable, rendant la manœuvre difficile. Depuis le sol, des témoins horrifiés ont vu son harnais céder. Son parachute s'est partiellement effondré et Paulina a glissé hors de son équipement avant de chuter de plusieurs mètres. Les spectateurs ont poussé des cris en la voyant tomber. Le bruit du parachute se froissant a résonné dans les airs et des images vidéo ont capté ses tentatives désespérées pour retrouver son équilibre. Malheureusement, son harnais mal fixé ne lui a laissé aucune chance d'éviter la chute. Elle a disparu dans les hautes herbes en contrebas qui n'ont offert qu'une protection dérisoire contre l'impact. Les secours sont arrivés rapidement, mais Paulina avait déjà succombé à ses blessures. Selon les autorités, l'impact a été fatal sur le coup. Les autorités locales ont confirmé que la cause principale de l'accident était un harnais mal attaché. L'enquête a révélé que celui-ci n'avait pas été correctement sécurisé, ce qui a conduit à sa chute mortelle. Si l'erreur humaine est pointée du doigt comme un facteur clé, l'enquête reste en cours. À ce moment-là, Paulina profitait simplement de son vol au-dessus de Roldanillo, inconsciente du drame qui allait se jouer. Sa famille et ses amis, qui étaient en contact régulier avec elle pendant son voyage, ont été anéantis par la nouvelle. Son esprit aventureux l'avait menée en Colombie pour un moment de joie et d'exploration, mais cette excursion en parapente, censée être une célébration de la vie, s'est transformée en tragédie, laissant un vide immense pour ceux qui l'aimaient. À la suite de l'accident, les autorités de Roldanillo ont insisté sur l'importance de renforcer les mesures de sécurité. Elles ont appelé les opérateurs, les habitants et les touristes à redoubler de vigilance et à vérifier minutieusement tout l'équipement avant chaque décollage. La mairie a publié un communiqué exhortant la communauté du parapente à s'assurer que toutes les procédures et inspections nécessaires soient rigoureusement appliquées pour éviter de futurs drames. Cet incident a également ravivé un débat plus large sur la sécurité dans les sports extrêmes. Si des activités comme le parapente offrent des sensations fortes inégalées, elles comportent aussi des risques inhérents qui peuvent être réduits par une préparation adéquate et une vigilance accrue. Les circonstances ayant conduit à la chute de Paulina rappellent cruellement combien ces mesures sont essentielles. Des questions subsistent autour des événements de ce jour-là. Et si son harnais avait été vérifié une seconde fois? Et si le vent avait été moins violent? Une intervention précoce aurait-elle pu changer le cours des choses? Ces interrogations hantent encore les autorités et ses proches qui cherchent à comprendre et à faire leur deuil. Bien que la vie de Paulina ait été tragiquement écourtée, son histoire souligne l'importance de faire de la sécurité une priorité absolue dans la pratique des sports extrêmes. Son amour pour l'aventure et la découverte inspiraient ceux qui l'entouraient, et si sa disparition est une perte déchirante, elle rappelle à tous combien la prudence et la préparation sont vitales pour que l'aventure ne se transforme pas en tragédie. Le 6 septembre 1988, dans la réserve de Masai Mara, au Kenya, Julie Ward, une photographe animalière britannique de 28 ans originaire de Bury St Edmunds, dans le Suffolk, parcourait l'Afrique depuis 7 mois pour capturer la beauté de ses paysages et de sa faune. Elle prévoyait de rentrer en Angleterre dans une semaine, mais tragiquement, elle n'est jamais revenue chez elle. Le 5 septembre, alors qu'elle traversait la réserve avec son ami, le docteur australien Glenn Burns, leur véhicule tomba en panne.
le docteur Burns partit pour Nairobi afin de chercher de l'aide tandis que Julie resta au Mara Serena Lodge. Le lendemain matin, après la réparation du véhicule, elle se rendit au camp de Sand River pour récupérer son matériel de camping. Julie ne fut jamais revue vivante. Inquiet après plusieurs jours sans nouvelles, son père, John Ward, prit l'avion pour le Kenya afin de la retrouver. Le 13 septembre, au cours de ses recherches, il découvrit son véhicule abandonné dans un ravin près d'une rivière. En explorant plus loin, il fit une découverte macabre. Les restes de sa fille avaient été brûlés et démembrés près d'un feu. Ce fut le début d'une quête de vérité qui allait durer plusieurs décennies. Les autorités kenyanes déclarèrent d'abord que Julie avait été tuée par une attaque de lion ou frappée par la foudre. Cependant, l'enquête menée par son père révéla une toute autre réalité. Son corps ne portait aucune trace de morsures ou de griffures d'animaux, mais ses os avaient été découpés avec une lame tranchante. Un pathologiste britannique confirma qu'elle avait été démembrée à la machette avant d'être brûlée. Pendant plus de 30 ans, il dépensa plus de 2 millions de livres sterling dans son enquête, effectuant plus de 100 voyages au Kenya, interrogeant des témoins et rassemblant des preuves. Ses recherches l'amenèrent à suspecter Jonathan Moi, le fils de l'ancien président kenyan Daniel Arap Moi. Selon un témoin, Jonathan Moi et ses associés auraient croisé Julie alors qu'elle prenait des photos près du lodge. Le groupe l'aurait attaquée, puis aurait tenté d'effacer toute trace du crime en brûlant son corps. Malgré ces accusations et les preuves accumulées par John, aucune charge ne fut retenue contre Jonathan Moi ou ses complices présumés. 2 rangers du parc furent initialement inculpés pour le meurtre de Julie, mais ils furent acquittés en 1992 faute de preuves. Une deuxième enquête conduisit à l'arrestation de Simon Hall Makala, mais il fut également acquitté en 1999. John Ward resta convaincu que ces hommes n'étaient que des boucs émissaires et que des figures influentes du gouvernement kenyan avaient orchestré un vaste camouflage. Au fil des années, John collabora avec les autorités britanniques et sollicita l'aide du MI6, espérant faire éclater la vérité. En 2004, une enquête britannique conclut que Julie avait été assassinée. Le rapport dénonça la gestion déplorable de l'affaire par le gouvernement kenyan et les nombreuses entraves à la justice. Malgré ce verdict, l'affaire ne connut aucune avancée décisive. John Ward ne cessa jamais son combat. En 1991, il publia un livre intitulé « The Animals Are Innocent, The Search for Julie's Killers » relatant son enquête. Il était persuadé que le gouvernement kenyan avait volontairement étouffé l'affaire pour préserver son image et protéger l'industrie touristique du pays. En 2019, Jonathan Moi mourut, emportant avec lui de nombreuses réponses que John avait passé sa vie à chercher. Malgré cette perte, John continua sa quête jusqu'à son propre décès en 2023, quelques semaines après la mort de son épouse. Avant de partir, il transmit sa mission à ses fils, Bob et Tim Ward, qui promirent de poursuivre l'enquête. Il prévoit de publier un nouveau livre et de réaliser un documentaire afin de maintenir l'histoire de Julie vivante. La famille Ward demeure déterminée à faire éclater la vérité. Bob Ward, revenant sur l'engagement de son père, le décrivit comme un homme méticuleux et inflexible dans sa recherche de justice. Bien que leur existence ait été bouleversée à jamais par la mort de Julie, ils ont appris à persévérer tout en honorant sa mémoire. À ce jour, le mystère entourant la mort de Julie Ward reste entier. Le gouvernement kenyan et les autorités britanniques continuent d'être accusés de corruption et de dissimulation, laissant la famille Ward seule face à sa quête de justice. L'histoire de Julie illustre les obstacles colossaux auxquels sont confrontées les familles qui tentent d'obtenir justice face aux puissants. Cette affaire non résolue soulève encore des questions troublantes. La mort de Julie aurait-elle pu être évitée? Des preuves ont-elles été intentionnellement dissimulées? La justice aurait-elle été rendue si les suspects avaient été jugés? Ces incertitudes continuent de hanter la famille Ward. Le 18 octobre 2024, au large de l'île de Pulo Masokut, en Indonésie, Giulia Manfrini, une surfeuse italienne de 36 ans, profitait des vagues avec 2 amis proches, Alexandre Riba et Massimo Ferro. Passionné d'aventure et connu pour son énergie contagieuse, Giulia avait cofondé A-Wave Travel, une agence de voyage spécialisée dans le surf, et avait passé des années à surfer dans les îles Mentawai, un endroit qu'elle considérait comme sa seconde maison. Ancienne snowboardeuse professionnelle, elle avait consacré une grande partie de sa vie au surf. Ce matin-là, alors que le groupe surfait au sud de l'île de Sibérut, un événement totalement imprévu se produisit. Un espadon surgit soudainement hors de l'eau et frappa Giulia en pleine poitrine. Son rostre tranchant causa des blessures graves, pénétrant à une profondeur de 5 cm. Les hurlements de Giulia alertèrent ses amis, qui se précipitèrent pour lui porter secours.
Ils tentèrent de lui administrer les premiers soins, mais une grosse vague compliqua les opérations de sauvetage. Le groupe parvint à ramener Julia sur la rive, où un médecin parmi eux tenta de la ranimer. Malgré leurs efforts désespérés, elle ne réagissait pas. Julia fut rapidement transportée au centre de santé de Pei Pasakiat, Tailele, mais ses blessures s'avérèrent fatales. L'espadon l'avait frappée près du cœur et elle fut déclarée morte peu après son arrivée. L'annonce de son décès bouleversa la communauté mondiale du surf. Connue pour sa personnalité pétillante, Julia avait inspiré de nombreuses personnes grâce à sa passion pour ce sport et son mode de vie aventureux. James Colston, son cofondateur chez A-Wave Travel, lui rendit un hommage émouvant, la décrivant comme le cœur et l'âme de leur entreprise. Il raconta à quel point son enthousiasme pour le surf et le snowboard avait marqué d'innombrables vies et souligna qu'elle était décédée en faisant ce qu'elle aimait, dans un lieu qu'elle adorait. De tels accidents sont extrêmement rares. Les attaques d'espadons sur des humains sont pratiquement inédites, avec seulement quelques cas documentés dans le monde. Un cas notable, rapporté dans l'Asian Journal of Surgery en 2007, concernait un homme mortellement blessé par un espadon lors d'une sortie de pêche. Toutefois, le cas de Julia serait le premier impliquant une surfeuse, ce qui le rend d'autant plus choquant. Les îles Mentawai sont célèbres pour leur beauté sauvage et leurs vagues exigeantes, attirant des surfeurs du monde entier. Malgré les risques inhérents à ces eaux, Julia entretenait un lien profond avec cette région. Elle aimait particulièrement la nature brute du nord de Sumatra et passait des heures à surfer à Nias, un spot qu'elle chérissait plus que tout. Les hommages affluèrent du monde entier après son décès. Fabio Giulivi, le maire de sa ville natale, Venaria Reale en Italie, exprima la douleur de toute la communauté, qualifiant sa disparition de dévastatrice. Sur les réseaux sociaux, ses 22 000 abonnés Instagram partagèrent des messages bouleversants, la décrivant comme une force lumineuse et inspirante. Amis et admirateurs la voyaient non seulement comme une surfeuse talentueuse, mais aussi comme une mentor, une amie et une femme fédératrice qui rassemblait les gens grâce à son amour de l'océan. Bien que les îles Mentawai soient un paradis pour les surfeurs, elles restent un environnement où les dangers sont omniprésents. Pourtant, Julia avait toujours accepté les risques inhérents à sa passion. Pour elle, l'océan représentait bien plus que des vagues à dompter. C'était un lieu de connexion avec les gens et les paysages qui la faisaient en vibrer. Des questions persistent quant à cet accident improbable. Pourquoi l'espadon a-t-il bondi à ce moment-là ? L'accident aurait-il pu être évité ? Mais ses proches préfèrent se concentrer sur l'héritage qu'elle laisse derrière elle. Julia sera toujours rappelée pour son esprit aventureux, son amour inconditionnel de la vie et sa capacité à inspirer les autres. Son histoire est un témoignage poignant de la beauté et de l'imprévisibilité de l'océan. Julia a vécu pleinement, poursuivant ses rêves et bâtissant une communauté d'aventuriers partageant ses valeurs. Bien que sa vie ait été tragiquement écourtée, elle laisse derrière elle un héritage de passion, de courage et de joie qui continuera d'inspirer tous ceux qui l'ont connue. Julia Manfrini restera à jamais une femme qui a suivi les vagues qu'elle aimait, vécu selon ses propres termes et apporté de la lumière à ceux qui l'entouraient. Si son départ laisse un vide immense, son souvenir demeure vivant dans le cœur de ses proches et au sein de la communauté mondiale du surf. Le 15 septembre 2024, à Naples, en Italie, Chiara Giaconis, une manager de 30 ans travaillant pour Prada, célébrait son anniversaire avec son compagnon, Livio Russo. Originaire de Padoue, Chiara avait réalisé son rêve en construisant une carrière florissante dans l'univers du luxe. Responsable de 15 boutiques dans la région France-Monaco-Belgique et avait collaboré avec des marques prestigieuses telles que Moncler, Givenchy et Christian Louboutin. Ce voyage à Naples marquait une étape spéciale pour le couple qui profitait d'une dernière promenade dans les quartiers espagnols avant de se rendre à l'aéroport de Capodichino pour leur vol retour le soir même. Alors qu'ils arpentaient les ruelles étroites, Chiara portait un sac à dos et un autre sac, tandis que Livio poussait une valise sur un chariot. Tout semblait normal en cet après-midi animé dans l'un des quartiers les plus fréquentés de Naples. Mais en passant sous un immeuble de la Via Sant'Anna di Palazzo, le drame frappa brutalement. Depuis le 3e étage du bâtiment, une lourde statue décorative se décrocha soudainement. Cette pièce de 2 kg, représentant une divinité païenne antique, chuta sans avertissement. Elle frappa Chiara en pleine tête, la faisant s'effondrer instantanément. Les caméras de surveillance capturèrent l'instant tragique. Livio resta figé une fraction de seconde avant de se précipiter auprès d'elle, s'agenouillant près de son corps inerte et l'appelant avec désespoir. Pris de panique, il tenta de la retourner sur le dos, tout en criant à l'aide. Un passant accourut pour lui prêter main forte alors que Livio, sous le choc, gesticulait frénétiquement pour attirer l'attention des riverains. Des badauds se rassemblèrent rapidement et les secours arrivèrent pour transporter Chiara d'urgence à l'hôpital Vecchio Pellegrini.
Elle fut ensuite transférée à l'Hospital del Mare, mais malgré les efforts des médecins, elle succomba à ses blessures le 17 septembre, victime d'un traumatisme crânien sévère. L'annonce de son décès bouleversa ses proches et sa communauté. Brillante et ambitieuse, Chiara était admirée pour son talent et sa réussite dans l'univers exigeant de la mode. Sa disparition soudaine laissa un vide immense parmi sa famille, ses amis et ses collègues. Les autorités locales ouvrirent immédiatement une enquête pour déterminer les circonstances de la chute de la statue. Les premiers éléments suggérèrent que l'incident n'était peut-être pas accidentel. Les enquêteurs soupçonnaient qu'elle ait pu être jetée ou poussée depuis le balcon, possiblement par des enfants présents dans l'appartement. La police, en collaboration avec le parquet de Naples, ouvrit une procédure pour homicide involontaire et interrogea les occupants du logement. Il fut révélé que plusieurs personnes, dont des mineurs, se trouvaient dans l'appartement au moment du drame. Restait à déterminer s'il s'agissait d'un acte de négligence ou d'un geste intentionnel. Bien qu'un accident tragique demeure une hypothèse, l'enquête se concentra sur la responsabilité des habitants et l'entretien du bâtiment. Brisé par la perte de sa fille, Gianfranco Giaconis, administrateur de copropriété respecté à Padoue, exprima publiquement sa gratitude envers les médecins qui avaient tout tenté pour sauver Chiara. Malgré sa douleur immense, il salua leur dévouement et leur humanité face à cette épreuve. Dans les jours suivant sa disparition, les quartiers espagnols devinrent un lieu de recueillement. Habitants, touristes et autorités locales se réunirent pour une veillée aux chandelles en sa mémoire. Le maire de Naples, Gaetano Manfredi, adressa ses condoléances à la famille, qualifiant l'accident de grande tragédie. Le gouverneur de la Vénétie, Luca Zaia, partagea également sa peine, rappelant combien tous avaient espéré un miracle. Ce drame souleva de vives inquiétudes quant à la sécurité publique et l'état des bâtiments historiques de Naples. Célèbre pour sa beauté et son histoire, la ville se retrouva sous le feu des critiques concernant l'entretien de ses infrastructures. Tandis que l'enquête se poursuivait, la famille de Chiara devait affronter l'inacceptable. La perte d'une femme pleine de promesses, fauchée en plein rêve, Chiara vivait une existence qu'elle s'était construite avec passion, portée par son amour pour la mode et son ambition inébranlable. Son décès brutal laissa une empreinte indélébile sur tous ceux qui l'avaient connue. Si de nombreuses questions restent en suspens sur la chute de cette statue, une chose est certaine, cette tragédie évitable a coûté la vie à une femme aimée et admirée dont l'avenir s'annonçait des plus brillants. Le 25 octobre 2023, en Indonésie, dans la forêt de pinces de Limpakuus, s'est produit un drame tragique. La passerelle Jeong, un pont en verre suspendu soutenu par deux gigantesques mains dorées, s'étendant sur 10 mètres au-dessus de la forêt, son sol transparent offrait une vue vertigineuse sur le paysage en contrebas et attirait de nombreux visiteurs en quête de sensations fortes. Ce mercredi matin, un groupe de 11 touristes venus de Cilacap en Java centrale s'apprêtait à traverser le pont. L'ambiance était paisible lorsqu'ils s'engagèrent sur la structure, inconscients du danger imminent. Aux alentours de 10 heures, le verre céda brutalement. Le bruit du verre se brisant résonna à travers la forêt, suivi par les cris de panique des visiteurs. 4 personnes tombèrent lorsque la structure s'effondra. 2 d'entre elles chutèrent jusqu'au sol. L'une mourut sur le coup, tandis que l'autre, miraculeusement, s'en sortit avec des blessures légères. Les 2 autres touristes furent déséquilibrés, mais réussirent in extremis à s'agripper à l'armature du pont, s'accrochant désespérément pour éviter la chute. Les témoins de la scène se précipitèrent pour leur venir en aide. Pendant ce temps, l'un des touristes tombés réussit à remonter sur la passerelle par lui-même, tandis qu'en contrebas, le corps sans vie de la victime reposait sur le sol. Des vidéos filmées sur place capturèrent à la fois les tentatives de sauvetage et les images poignantes de l'accident. L'enquête révéla rapidement que cette tragédie n'était pas due au hasard, mais à une négligence manifeste. Des préoccupations concernant la sécurité du pont avaient été soulevées plusieurs mois auparavant. En avril 2023, Ekop Purnomo, président de la coopérative de la forêt de Limpakuus, avait alerté les responsables du pont Jeong sur des doutes concernant sa stabilité, signalés par des visiteurs inquiets. Pourtant, la direction ne prit pas ces avertissements au sérieux. Au lieu de participer à une réunion pour discuter du problème, le gestionnaire envoya un représentant qui quitta les lieux sans même aborder le sujet. Malgré ces mises en garde explicites, aucune mesure concrète ne fut prise pour inspecter ou renforcer la structure. Cette inaction souleva de graves interrogations sur l'entretien du pont et le respect des normes de sécurité. L'effondrement de la passerelle devint rapidement une affaire nationale. Les forces de l'ordre placèrent la zone sous scellé et lancèrent une enquête criminelle. La forêt de Limpakuus, bien que gérée indépendamment du pont Jeong, fut temporairement fermée pour permettre des inspections approfondies. Ce drame mit également en lumière les dangers croissants des passerelles en verre, devenues une tendance touristique prisée.
Si ces structures offrent des panoramas spectaculaires, elles peuvent s'avérer extrêmement risquées lorsque la sécurité est négligée. Les touristes font généralement confiance à la solidité de ces installations. Ce n'était pas la première fois que ce type d'attraction suscitait des inquiétudes. En 2021, en Chine, un homme s'était retrouvé suspendu dans le vide après que des vents violents eurent brisé les panneaux d'un pont en verre. Bien que sauvé de justesse, cet incident avait déjà mis en évidence les risques potentiels de ces structures. Dans le cas du pont Jeong, la tragédie aurait peut-être pu être évitée si les alertes de sécurité avaient été prises en compte. Plusieurs visiteurs s'étaient plaints sur les réseaux sociaux des doutes entourant la solidité du pont, mais leurs avertissements avaient été ignorés. De nombreux critiques accusèrent la direction d'avoir failli à son devoir de garantir la sécurité des visiteurs. L'effondrement du pont souligna également l'importance de la qualité des matériaux utilisés dans la construction des passerelles en verre. Ces structures doivent être suffisamment résistantes pour supporter le poids de plusieurs personnes. Lorsqu'un seul panneau cède, il ne laisse quasiment aucun temps de réaction, comme en témoigne cet accident où 4 personnes furent précipitées dans le vide en un instant. Tandis que l'enquête se poursuivait, de nombreuses questions émergèrent sur la fréquence des contrôles de sécurité et la rigueur des mesures en place. Des inspections plus strictes et une action rapide auraient-elles pu éviter cette tragédie ? Ce drame déclencha un appel urgent à un renforcement des réglementations de sécurité et à une surveillance accrue des attractions touristiques, notamment celles dotées d'architectures audacieuses comme les passerelles en verre. Si ces structures promettent des expériences inoubliables, elles comportent aussi des risques considérables lorsqu'elles ne sont pas entretenues avec le plus grand soin. Alors que les autorités s'efforcent de faire toute la lumière sur les responsabilités en jeu, cet accident souligne l'impératif absolu de placer la sécurité des visiteurs au premier plan dans l'industrie du tourisme.